Noël, le temps de la générosité, des cadeaux, on veut faire plaisir, on veut aider son prochain. Et dans le domaine de la philanthropie, c'est un peu ça aussi. Souvent, les dons se font à la fin de l'année. Une année qui a été assez difficile du côté de la philanthropie comme dans d'autres domaines. J'ai au bout du fil M. Daniel H. Lanteigne. Bonjour, M. Lanteigne. Bonjour. Vous êtes consultant chez BNP Performance Philanthropique et président Mhm. désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Peu de gens sont aussi bien placés que vous pour nous en parler. L'impact de la COVID sur la générosité, parce que beaucoup d'organismes dépendent de la philanthropie pour leur survie. Oui, exact. Exact. Sans ces dons-là, qui sont substantiels généralement d'année en année pour beaucoup d'organisations, c'est clair qu'il y a une très, très grande dépendance à ces dons-là. On se rappelle que les organismes de bienfaisance enregistrés à eux seuls, c'est 85 000. Qu'il y en a d'un bout à l'autre du pays. C'est quand même 2,4 millions d'emplois. Donc, c'est une forme d'industrie à part entière, une industrie qui répond évidemment à des besoins humanitaires, des besoins de proximité, plus que jamais en ce moment avec la pandémie d'ailleurs. Et est-ce que vous voyez, je pense qu'il y a une recherche qui vient de la société Imagine au Canada qui a démontré de façon assez probante l'impact que la pandémie avait sur le corridor de transmission d'argent entre l'entreprise, le corporatif, le mécène, le donateur et l'organisme de charité ou de caritatif qui dépend des dons. Oui, exact. Donc, Imagine Canada, là, qui est un organisme qui fait évidemment la promotion de la philanthropie, qui en prend aussi une bonne mesure d'impact. Ils ont estimé là, à peu près à 15 milliards de dollars les pertes en 2020 pour ces organisations-là. Et c'est pas le montant financier n'est pas nécessairement le truc sur lequel on doit accrocher, mais plutôt sur le fait que tout cet argent-là, généralement, est converti en services, est converti en denrées, est converti en besoins immédiats à des populations un peu plus vulnérables. Tout cet argent-là fait en sorte que peut-être un organisme sur 5 qui, d'ici les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà fait encore, va devoir mettre la clé à la porte parce que justement, ça vient affecter grandement la capacité de ces organisations-là qui ont vu fondre leurs dons. Puis, petit ou grand organisme, la semaine passée, je prends l'exemple de la Fondation du CHU Sainte-Justine, ils disaient qu'ils sont évidemment avec une baisse de 30 des revenus par rapport à l'année précédente. Donc, on peut s'imaginer les plus petites organisations à quel point ils sont très vulnérables par rapport au financement. Oui, parce que peut-être des organismes, comme vous parlez du CHU de Sainte-Justine, des fondations, des hôpitaux, des organismes qui sont très connus de la population, où souvent il y a des dons récurrents qui sont déjà mis en place. Et même ce que vous nous dites, c'est même ces organisations-là en souffrent. On peut Ouais. imaginer que dans les petits organismes communautaires qui vivent de loteries ou de soupers bénéfices et d'activités très ponctuelles, parce que ça a été, il n'y a pas eu de tournoi de golf là, cet été pour faire des levées de fonds. Exact. Donc, il y en a qui ont été très imaginatifs, qui ont converti leurs événements de façon virtuelle et ça s'est très bien passé. Bon, parfait, il y a un peu moins de dépenses puisque ce n'était pas un événement sur site, mais par contre, les dons étaient un peu moins présents. On voit généralement là, que les événements, pour ceux qui ont été convertis en virtuel, ça va être le 2 tiers, mais plus souvent, ça va même être le tiers des profits qui sont générés. Donc, des organismes qui étaient très dépendants vers les événements, évidemment, ça les a mis en situation un peu plus précaire. Et, il y a grosso modo, au Québec, si on prend la mesure dernièrement, ça fait quand même que c'est 60 des organismes qui sont à risque très, très élevé de ne pas pouvoir maintenir leur activité. Et l'activité, des fois, c'est des services directs à la population. Hein. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler les donateurs messianiques, les grands donateurs qui, de toute manière, ont une structure de dons par une fondation, les entreprises qui aussi ont des programmes d'implication auprès de la communauté, d'une part, et les comportements individuels, les gens qui, comme vous et moi, sont parfois sollicités. Est-ce que la COVID a eu un impact plus grand sur la psyché des individus ou sur le budget des entreprises? On repart avec le principe de base que pour donner de l'argent, il faut en avoir. Hein. Mm-hmm. Alors, si on part avec ce principe-là, évidemment, les donateurs individuels, vous comme moi, ça dépend vraiment de la situation. Est-ce que ces personnes ont perdu l'emploi, sont allées sur le PACME ou sont dans une industrie qui s'est quand même bien positionnée et donc que les revenus ont continué de se maintenir de façon stable. Fait que ça, c'est très inégal, je dirais, en termes de donateurs individuels. Si on s'en va un peu plus vers les grands mécènes dont vous parlez, là, dont les fondations privées, il n'y a pas très longtemps, justement,
je prends l'exemple de la Fondation Azrieli, qui a sorti 10 millions le plus rapidement possible. Ils se sont dit, on va être très agile. Ces fondations-là, justement, ont brisé les barrières aux demandes de financement, sont allées vraiment avec des fonds d'urgence propres à la COVID. Beaucoup de ces organisations-là ne donnaient peut-être pas aux personnes en situation d'itinérance, aux banques alimentaires. Ils se sont dit, là, en ce moment, il est là, l'urgence notamment, et on va se concentrer là-dessus. Donc, ces grands mécènes-là, ces grandes organisations-là qui sont quand même solidement appuyées, soit avec un bon capital ou avec un bon maintien à flot des revenus, ont été en mesure de continuer de donner, et ça, ils l'ont fait. Et par chance, il y a eu cette agilité-là du côté des fondations privées, subventionnantes, puis même des fondations publiques. Donc, certaines causes sont devenues plutôt des aimants, comme vous parliez de l'itinérance, des besoins qui étaient criants dans la crise qu'on a vécue en 2020. Peut-être d'autres causes ont été délaissées, mais d'une façon ou d'une autre, il a fallu être créatif. Est-ce qu'il y a des exemples? On a eu des tournois de golf sur Zoom, des encans silencieux, des choses comme celle-là. Est-ce que ça va pouvoir se répéter jusqu'au milieu de l'année prochaine ou il commence déjà à y avoir une fatigue? Oui, c'est vrai que l'élastique est mis à rude épreuve dans le sens que, tout le monde a bien voulu, c'est-à-dire se faire une dégustation de vin, par exemple, à la maison, recevoir ses bouteilles de vin, se connecter à Zoom avec un sommelier. C'est une chose de le faire une fois, c'est une chose de soutenir les organisations. Par contre, est-ce que les gens vont être encore au rendez-vous? Le virtuel a ses limites. Là. Une bonne partie des gens passent leur journée déjà en mode virtuel, sur des Zooms, des Teams de ce monde. Alors, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une fatigue globalement. Donc, ces organismes-là, ils vont devoir continuer de se réinventer et de trouver peut-être un simili Ice Bucket Challenge par rapport au contexte de la COVID et du virtuel. Mais franchement, je trouve qu'en très, très peu de temps, les organisations ont extrêmement bien fait, ont été très agiles, se sont virées de bord super vite, mais je sais que plusieurs sont déjà très, très avancés dans leur réflexion pour l'année prochaine, sachant qu'on peut pas tous se connecter à un ordinateur pour des événements, la réponse ne sera peut-être pas là. Et peut-être certains organismes seront obligés de se joindre, enfin, de fusionner pour avoir des organismes qui sont, par exemple, dans des causes communes ou qui défendent des intérêts communs, vont être obligés de se fondre les uns dans les autres pour être capables de sauver les meubles. Est-ce qu'il y a déjà des discussions de ce côté-là? Est-ce que vous avez vu des exemples de fusion ou c'est à venir? Je dirais qu'on est probablement beaucoup dans les discussions en ce moment. J'en ai écoute certaines. On voyait déjà des exemples de mutualisation. Donc, des organismes qui disent, on va partager des pieds carrés ensemble, on va se regrouper, donc on va diminuer nos dépenses fixes de manière commune, sans nécessairement parler de fusion. Donc, un premier rapprochement, première façon d'être peut-être un peu plus agile financièrement. Donc, ça, on le voyait, mais c'était fait de façon très volontaire, dans des bonnes postures financières d'organisation. Mais là, on voit que malheureusement, la mutualisation, la fusion, elle va se faire un peu par la force des choses. C'est un peu dommage, mais en même temps, ça va permettre aux usagers, aux bénéficiaires, de ne pas perdre ces services-là parce qu'un organisme qui ferme, c'est souvent des services aussi qui ne sont plus rendus et il n'y a pas grand monde qui sont prêts en ce moment d'accepter et d'augmenter leur capacité par rapport à ces besoins-là. Donc, on espère que ces discussions-là de fusion vont porter fruit, que ça va permettre à l'ensemble des populations, notamment celles qui sont plus vulnérables, de bénéficier de ces services-là encore. Parce qu'il y a aussi un autre aspect de la philanthropie qui n'est pas monétaire, c'est le bénévolat. Les gens, au lieu de donner de l'argent, donnent du temps. Et le bénévolat, souvent, se traduit par une action directe où on est en contact direct avec la personne qui a besoin de services parce qu'elle est en situation d'handicap ou de détresse. Est-ce qu'il y a un risque de voir l'armée des bénévoles souffrir d'une certaine attrition parce qu'inactive? Oui, la COVID a fait très, très mal au bénévolat. Vous savez, le bénévolat, c'était quand même là, au Canada, 12,7 millions de Canadiens qui faisaient du bénévolat de façon encadrée. Puis à ça, pour rajouter des bénévoles qui font juste aider leurs amis, leurs voisins, comme aller faire l'épicerie, par exemple. Donc, le nombre est quand même assez important. Mais ce qu'on retient, c'est que les bénévoles, la plus grande strate, la portion de bénévoles, c'était des gens qui étaient à la retraite, des gens d'un certain âge. Bien évidemment, sont aussi plus vulnérables aux effets secondaires de la COVID. Donc, ils se sont protégés, se sont retirés de façon évidente, puis les organismes non plus ne veulent pas les mettre à risque. Donc, on est dans un très, très grand débalancement où on a un nombre de bénévoles disponibles qui a fondu comme neige au soleil. Puis en même temps, on a des besoins qui ont augmenté. Là, on a vu l'itinérance a doublé à Montréal. Les besoins en banque alimentaire ont presque triplé, sinon plus. Là, on a un total déséquilibre parce qu'on a un peu moins de gens qui sont disponibles parce qu'il faut préserver leur santé à la base. Et il va falloir regarder comment on réactive tout ça. Éventuellement, quand ce sera possible de les ramener sur le terrain de façon sécuritaire. Mais on comprend
comprend l'importance de garder un canal de communication avec les organismes et ces bénévoles-là et d'essayer. Il y en a qui ont été très agiles, on fait faire des appels téléphoniques, ils ont utilisé de façon différente à distance, parce qu'il ne faut pas les perdre. C'est quand même presque l'épine dorsale, je dirais, de ce secteur-là encore aujourd'hui, parce que sans ces bénévoles-là, évidemment, les organisations ne peuvent pas faire tout ce qu'ils font. Ça, c'est indéniable. Là. Tout à fait. C'est une main-d'œuvre dévouée et évidemment gratuite par nature. Bien, c'est encore le temps de penser avant le 31 décembre à faire un don, de discuter avec son professionnel des finances, son conseiller, de dons planifiés ou de choses qu'on peut faire pour aider son prochain, les causes qui nous tiennent à cœur. Bien, Monsieur Daniel Lanteigne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et on se souhaite tous d'avoir une année 2021 différente de celle qui s'achève. Certainement. Joyeuse fête également. Merci.